Mon mari a disparu. Cela fait environ 3 heures et j'ai quelques indices qui laissent penser qu'il avait prévu de ne pas être retrouvé. Il l'a éteint et l'a laissé sur place, ce qui semble plutôt délibéré. C'est l'épouse du général de division à la retraite de l'US Air Force, William Neil McCaslin, que l'on entend dans un appel au 911 qui n'avait jamais été rendu public jusqu'à présent. Je pense qu'il est à pied. Toutes nos voitures et nos vélos sont dans le garage. C'est un grand développement dans l'affaire que nous suivons concernant un homme disparu, dont le travail est lié à la base aérienne de Wright-Patterson, un lieu depuis longtemps supposé être en lien avec Roswell et les ovnis. Et maintenant, il semblerait qu'il soit sorti de chez lui en plein jour, aurait changé de vêtements et se serait volatilisé. Alors, que s'est-il passé dans ce court laps de temps entre le moment où sa femme est partie et celui où elle est rentrée? Et l'un des hommes les mieux entraînés de l'armée américaine a simplement disparu. Parlons-en. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Un général de l'armée de l'air à 2 étoiles à la retraite serait sorti de chez lui en plein jour. Apparemment, il laisse son téléphone, ses lunettes, sa montre connectée. Il semble se changer pour enfiler une tenue que sa femme ne semble apparemment pas pouvoir identifier, puis plus rien. Pendant des semaines, aucun signalement, aucune vidéo, aucune réponse, seulement des spéculations. OVNI, secrets gouvernementaux, un nom lié à des emails piratés concernant Roswell. Mais pour l'instant, nous avons quelque chose de nouveau. Nous avons quelque chose entre nos mains qu'à l'heure où nous publions ceci, nous n'avons vu personne d'autre le publier. Ceci est un tout nouvel appel au 911 de sa femme, passé seulement quelques heures après sa disparition. Et je veux que vous écoutiez, voici un extrait, je veux que vous écoutiez ce qu'elle dit à l'opérateur. Mon mari a disparu. OK. Et cela fait environ 3 heures et j'ai des indices qui me laissent penser qu'il a dû prévoir de ne pas être retrouvé. Encore une fois, c'est l'épouse du général de division retraité William McCaslin. Et ce qu'elle dit ensuite à propos de son état mental, sur le fait qu'il ne voulait pas être retrouvé, non seulement nous allons l'analyser, mais nous allons aussi faire appel à quelqu'un pour nous aider à comprendre cela, un expert clé des forces de l'ordre de la Cold Case Foundation. Quand des semaines passent sans réponse et qu'un homme ayant travaillé dans les programmes secrets américains disparaît, où commencent les enquêteurs? Où est-il passé? Que devons-nous penser de cet appel au 911? Maintenant, avant même d'écouter ce nouvel enregistrement audio que nous n'avons jamais entendu auparavant, je dois tout remettre dans son contexte pour que l'appel ait du sens, d'accord? De qui parlons-nous exactement? Qui cherchons-nous précisément? William Neil McCaslin, 68 ans, général de division à la retraite de l'armée de l'air des États-Unis. Ce n'est pas un inconnu qui s'est égaré. C'est quelqu'un qui a apparemment passé 34 ans à travailler sur certaines des technologies les plus sensibles de l'armée. Génie astronautique, acquisition spatiale, le Bureau national de reconnaissance. Ce sont les gens des satellites espions. Et finalement, il a pris le commandement du laboratoire de recherche de l'US Air Force à la base aérienne Wright-Patterson dans l'Ohio. Maintenant, Wright-Patterson, c'est important. Depuis des décennies, les complotistes affirment que le gouvernement y a caché les débris de Roswell. L'US Air Force ne l'a jamais confirmé, mais l'association demeure. En poursuivant la couverture de cette affaire, la disparition d'une telle personne suscite discussion et spéculation. Sans tenir compte des théories du complot, voici ce que nous savons. Nous savons que c'était le 27 février, un jeudi matin. D'après le bureau du shérif du comté de Bernalillo, il était environ 10 heures du matin. Un réparateur se rend chez McCaslin sur Quail Run Court à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour un rendez-vous, il entre et interagit avec McCaslin, ce qui est confirmé. Et environ 1 heure plus tard, à 11h10, sa femme Suzanne part à un rendez-vous chez le médecin. Lorsqu'elle revient juste après-midi, à 12h04, il a apparemment disparu. Au premier abord, peut-être est-il simplement sorti se promener. C'est un passionné de plein air, randonnée, vélo, ski, il connaissait parfaitement ses contreforts dans la région. Ensuite, elle regarde autour d'elle. Son téléphone reste sur le comptoir. Ses lunettes de vue posées là. Sa montre connectée abandonnée là. Et ses vêtements, elle dit qu'elle savait ce qu'il portait quand elle est partie. Fait intéressant, elle retrouve ses vêtements plus tard dans le placard. Il a donc mis autre chose qu'elle ne parvient pas encore à identifier. Alors elle appelle le 911 et tout de suite, elle dit quelque chose qui va vraiment vous glacer le sang. Encore une fois, c'est un nouvel enregistrement audio. Nous ne l'avons jamais entendu auparavant. Dick, écoute. Ici, April. Comment puis-je vous aider? Bonjour April, je m'appelle Suzanne Wilkerson. Mon mari a disparu. Et cela fait environ 3 heures.
et j'ai quelques indices qui montrent qu'il a probablement prévu de ne pas être retrouvé. Il a laissé son téléphone, il a changé de vêtements, je ne sais pas lesquels. Je pense qu'il est parti à pied. Toutes nos voitures et nos vélos sont dans le garage. Je suis partie à un rendez-vous chez le médecin vers 11h10 et il était là, à la maison, à ce moment-là. Et je suis rentrée de ce rendez-vous à midi et il était parti. Il l'a éteint et l'a laissé là, ce qui semble assez délibéré parce qu'il a toujours son téléphone avec lui. Il a une montre connectée. Je ne sais pas s'il l'a avec lui ou pas. Est-ce qu'il a déjà fait ça auparavant? Jamais. Rien qui s'en approche, même de loin. C'est un général de division aérienne à la retraite. Il est très responsable, mais il fait aussi face à des problèmes de santé. Avez-vous des vidéos chez vous? Non. A-t-il déjà été diagnostiqué comme souffrant de troubles mentaux ou quelque chose comme ça? Eh bien, nous voyons un médecin pour des raisons physiques et mentales, notamment l'anxiété, la perte de mémoire à court terme et le manque de sommeil. Le même médecin que j'ai vu aujourd'hui, Porte-t-il des armes sur lui? eh bien, pas en général. Il possède un coffre-fort pour armes et je suis allée vérifier s'il manquait quelque chose, mais je n'ai pas pu le déterminer. Il y a pas mal de pistolets et de fusils, à part dire que si son cerveau et son corps continuaient à se détériorer, il ne voulait pas vivre comme ça. Mais il m'a semblé que c'était juste un homme qui disait « Je déteste la tournure que prennent les choses » parce que je lui ai dit « Si tu veux vivre, si tu veux. » Nous enverrons des adjoints du shérif pour vous parler. Cherchez un peu et voyez ce qui se passe, d'accord? Bien sûr, merci beaucoup, je vous en prie. Madame, Voici une question. Vous êtes opérateur du 911. Une femme appelle son mari, ancien général de division, est parti depuis des heures sans téléphone ni lunettes, aurait changé de vêtements et prévoyait de ne pas être retrouvé. Honnêtement, à quoi pensez-vous à ce sujet? Comment débutez-vous l'enquête? Et d'ailleurs, comment la femme sait-elle cela, n'est-ce pas? C'est essentiel, non? Qu'en est-il de sa routine? Qu'en est-il? Savait-elle quelque chose sur lui? Dit-elle que c'est une situation où il aurait pu prendre des mesures actives pour ne pas être retrouvé? Pour répondre à ces questions et comprendre la suite de l'enquête, nous faisons appel à une personne qui exerce ce métier depuis des décennies. Chris Medono, directeur des relations avec les forces de l'ordre et consultant en enquête à la Cold Case Foundation. Chris, ravi de vous voir et merci d'avoir pris le temps. Merci Jesse Weber pour l'invitation. Dites-moi ce qui vous frappe le plus dans cet appel. Eh bien, tout de suite, je veux dire, le premier signal d'alarme dans cet appel téléphonique, c'est juste ce commentaire. Vous savez, il doit avoir un plan ou quelque chose comme ça. Et vous savez, c'est un peu une de ces anomalies, non? Ce que nous appellerions DLR, ça ne semble pas normal ou ça ne paraît pas cohérent. Et ça ne veut pas dire que ce soit forcément faux. C'est que ce serait comme le premier point de départ quand le premier officier arrive sur les lieux pour commencer à enquêter sur cette affaire. L'idée qu'il n'est pas, vous voyez, elle n'a pas dit que quelqu'un devait l'avoir emmené, que quelqu'un devait lui avoir fait quelque chose. On reconnaissait que, d'après l'homme qu'elle connaît, et en particulier à cause des vêtements et des objets laissés derrière, c'est lui qui a fait ça, qu'il ne voulait pas être retrouvé. Vous savez, si on compare avec l'affaire Nancy Guthrie, qui est évidemment différente, il n'y avait pas d'indication. Au début, on n'était pas certain de ce qui s'était passé, mais il était clair que ce n'était pas le genre de situation où quelqu'un s'éloigne simplement. Vous savez, et oui, elle est bien plus âgée que McCaslin, mais l'idée qu'il est forcément planifié de ne pas être retrouvé est vraiment, vraiment intéressante. Oui, je veux dire, parce que qui introduit ce plan? C'est ça. On l'entend pour la première fois lors de l'appel au 911, il avait prévu de ne pas être retrouvé. D'accord, quand le premier adjoint du shérif arrive et qu'il commence, ils ont certaines priorités. La première priorité est de voir s'il y a une activité suspecte au vu de l'état des lieux. D'accord. Ensuite, la deuxième activité qui se déroule en même temps consiste à interroger les témoins et, dans ce cas, la famille, l'épouse, et vous voulez les faire s'en tenir à une déclaration précise. Comme ça, vous savez plus tard, quand les enquêteurs arriveront sur les lieux. Et si ça ne semble pas correct ou que ça n'a pas l'air normal, comme nous en parlions il y a un instant, alors, vous savez, vous en informez les premiers enquêteurs arrivés sur place. Et le troisième élément de ce puzzle, c'est que vous devez commencer à fouiller la maison et à examiner les anomalies dont elle a pu parler au téléphone, c'est-à-dire, par exemple, qu'elle possède beaucoup d'armes à feu.
Il a traversé beaucoup de problèmes psychologiques. Nous sommes allés chez le même médecin, etc. Et vous voulez commencer à chercher des preuves qui pourraient corroborer la véracité de cette déclaration potentielle. Donc, dans ce cas, c'est crucial, et cela aurait été crucial dès le tout premier moment où le premier policier est arrivé sur les lieux pour commencer à établir le récit. Je pense que les vêtements étaient un grand indice, n'est-ce pas? Vous savez, l'idée que les vêtements l'étaient. Donc, est-ce que ça devient presque impossible de savoir ce qu'il portait alors? Je veux dire, comment peut-on connaître toute la garde-robe d'un être humain, même si on est marié avec lui? Et aussi, à moins qu'ils aient acheté des vêtements à l'avance qu'ils n'avaient jamais portés auparavant, ça semble déjà être un défi en soi. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on ne commence pas ces enquêtes en demandant comment, mais toujours en demandant pourquoi. Pourquoi aurait-il laissé derrière lui des objets comme son téléphone portable, ses lunettes de vue, tous les objets qu'on porte sur soi, n'est-ce pas? Les choses dont tu vas avoir besoin dans le monde extérieur. Donc il faut commencer à analyser ça. Et ensuite, il faut commencer à combler ces lacunes avec de vraies techniques d'enquête de détective. Je veux dire, l'outil principal pour n'importe quel chirurgien, c'est un scalpel. Mais pour un enquêteur, c'est la question. Donc, le tout premier type de question posée aux témoins, voire même à l'épouse et à la famille, va potentiellement vous révéler les blessures à l'intérieur même de cette enquête. Et vous allez pouvoir déterminer, d'accord, comment dois-je recoudre ces blessures. Là où les enquêteurs se trompent, c'est qu'ils rédigent l'ordonnance sans avoir fait le diagnostic. Et donc parfois, vous savez, s'il y a eu acte criminel ici, eh bien, le suspect a l'avantage dans cette situation. Et vous savez, certains des signaux d'alerte dont vous parlez sautent tout de suite aux yeux. Il lui manque des bottes de randonnée, vous savez, une arme à feu, etc. Mais d'où vient tout cela? Cela vient de l'intérieur de sa maison, c'est-à-dire par les témoins qui l'ont vu pour la dernière fois. Et donc, vous voulez vous assurer de démêler cela assez rapidement avec le bon type de questions et de techniques d'entretien. Alors, je me demande s'il n'y a pas une complication. Ce n'est pas juste John Smith qui disparaît, mais quelqu'un d'entraîné, habitué à la vie en plein air. Et vous vous demandez, si la personne ne veut pas être retrouvée, est-il probable qu'on ne la retrouve pas? Eh bien, vous savez, c'est toujours une possibilité, n'est-ce pas? Je veux dire, avec son entraînement militaire. La question est, s'il s'éloigne de sa maison, il faut maintenant faire ce qu'on appelle un profil géographique et se demander, d'accord, jusqu'où ce type pourrait-il aller? Il a 68 ans. Il pourrait avoir quelques problèmes de santé à venir, mais il est aussi en bonne santé, d'après ce que, vous savez, sa femme dit. Il n'a pas vraiment de problème de démence à proprement parler. Donc, immédiatement, vous voudriez parler à ses médecins. Vous voudriez parler aux dernières personnes qui l'ont vu et essayer de préciser cette chronologie. Et puis, en même temps, s'il ne veut pas être retrouvé, alors vous devez commencer à chercher une trace numérique dans l'environnement actuel. Je veux simplement revenir sur l'aspect santé mentale, d'accord? Je pense que c'est vraiment une partie inquiétante et glaçante de tout ça. Le manque de sommeil, la perte de mémoire à court terme, l'anxiété. Mon cerveau et mon corps se détériorent. La question est de savoir s'il veut vivre ainsi. L'une des difficultés, c'est si l'on a affaire à une situation où quelqu'un s'est fait du mal. Comment est-ce possible, avec toutes ces agences qui le recherchent, qu'on ne puisse toujours pas le retrouver? C'est pourquoi certains pensent: a-t-il été arrêté? A-t-il été emmené? Ou encore, on revient à l'idée que tu as évoquée. Comment quelqu'un peut-il simplement disparaître? Mais c'est ça qui est difficile, non? Même si quelqu'un s'est fait du mal, où est-il? Où est son corps? Eh bien, tu sais, c'est une affaire vraiment intéressante de l'époque où je travaillais dans le comté de San Diego. Nous avions une affaire à Rancho Santa Fe concernant un homme nommé Ian Spiro. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce nom, mais il vivait dans un quartier très riche. Sa famille, 4 membres de sa famille, ses 3 enfants et sa femme, ont été retrouvés décédés dans sa maison. Et puis, plus tard, il a été retrouvé, tu sais, je crois que c'était dans le désert de Borrego, dans son véhicule, et il avait bu du cyanure. Et à l'époque, personne ne savait qui il était. Mais tu sais, pour faire court, il s'est avéré qu'il était un haut fonctionnaire du gouvernement, un agent qui était trafiquant d'armes, etc., etc. Et à ce jour, cette affaire n'a toujours pas été résolue.
Et ça ressemble à ce genre d'histoire où tu as un haut fonctionnaire du gouvernement qui décide tout simplement de quitter sa maison. Il trouve un vêtement qui pourrait lui appartenir, tu sais, à quelques kilomètres de là. Mais comme tu l'as dit, il s'est littéralement volatilisé. Maintenant, les gens peuvent faire ça, mais il y a aussi, comme tu l'as dit, toutes ces autres théories du complot qui surgissent ici. Et tu dois te demander, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison d'abord? Et tu ne quittes pas cet environnement parce que dans ce cas, il est une victime à très faible risque, ce qui veut dire que son environnement, il est chez lui, sa situation, il est chez lui, ses circonstances, il est tôt le matin. Ça le place vraiment tout en bas de l'échelle du risque. Donc, il y a une plus grande probabilité qu'il ait été ciblé soit par quelqu'un qu'il connaissait, soit par quelqu'un qui avait accès à son environnement. Et cette fenêtre, le bureau du shérif publie la chronologie, les réparateurs à 10h, la femme part à 11h10, elle revient à 12h04. Le créneau est tellement restreint, on se demande comment les enquêteurs gèrent une telle chronologie. Le bureau du shérif a d'ailleurs reconnu l'aspect inhabituel de l'affaire. Voici leur formulation. Porter des dispositifs connectés et prendre son téléphone étaient des habitudes chez lui, c'est incompréhensible. Nous avons dit dès le début que c'était un comportement anormal. C'est pourquoi nous examinons chaque aspect possible de l'affaire et nous sommes prêts à soulever la moindre pierre pour aider à localiser M. McCausland. Ils ont mené d'importantes recherches avec drones, hélicoptères et une unité cynophile et des chiens cadavériques, fouillant méthodiquement le canyon où ces appareils indiquaient qu'il y avait randonnée. Le problème est là, ils ont retrouvé la chemise verte et les chaussures de randonnée qu'ils pensaient qu'il portait dans la seconde résidence familiale à Pagosa Springs, Colorado. Ils ignorent donc sa tenue réelle. Le bureau du shérif a aussi mentionné ce point. Nous recevons de nombreux signalements d'objets retrouvés et les vérifions tous. Nous vérifions auprès de la famille et des amis pour voir si ces objets lui appartenaient ou qu'il utilisait habituellement. Et nous continuerons à le faire. Voilà donc la mise à jour concernant ces objets qui nous sont signalés. Nous ne disons pas qu'il est parti avec eux. Ils sont simplement portés disparus. Alors Chris, tu entends la réponse des forces de l'ordre. Ça fait un moment maintenant. Où penses-tu qu'ils en sont dans l'enquête? Eh bien, j'espère qu'ils en sont à un stade où ils commencent à examiner cette empreinte numérique, si elle existe. Si en fait ces objets sont liés à cette disparition particulière et qu'ils sont retrouvés à un autre endroit, cela signifie que vous avez potentiellement 2 scènes de crime ici. Et donc maintenant, il faut relier ces points, n'est-ce pas? Comment passe-t-on du point A au point B? Et ensuite, à partir de là, il faut remonter le fil à l'envers. Avait-il un plan? Je veux dire, supposons que c'était une disparition volontaire. Qu'est-ce qui faisait partie de ce plan? Eh bien, si c'est une voiture de location ou un type de véhicule utilisé pour se rendre à ce deuxième endroit, alors ces informations seront accessibles aux forces de l'ordre. Ils finiront par le découvrir. Mais s'il y a, disons, une autre situation où ils tombent sur quelqu'un, vous savez, qui a, de mauvaises intentions, faute d'un meilleur terme. J'ai eu une affaire d'enlèvement où une mère a laissé une casserole de pommes de terre sur la cuisinière. Elle est allée à l'épicerie du coin et elle a disparu. Et nous l'avons retrouvée 4 mois plus tard. Elle était enterrée. Et nous avons également découvert que les suspects qu'elle avait croisés étaient à l'épicerie et qu'il s'agissait d'un enlèvement pour vol. Et donc, si c'est une situation où, disons, il sort et il croise quelqu'un, on ne sait pas si c'est une possibilité que cette personne l'ait emmené dans un autre endroit et ait dit « D'accord, on va partir d'ici ». Oui, où il voulait rencontrer quelqu'un. On ne sait tout simplement pas parce que, encore une fois, la fenêtre est très étroite entre le moment où il est parti et celui où il a disparu. Je veux dire, il disparaît juste après que sa femme soit partie. Ces objets sont laissés. C'est difficile de savoir dans un sens ou dans l'autre. Et puis, il y a l'arme d'ailleurs. Donc ce revolver de calibre 38 et l'étui en cuir sont toujours introuvables. On a demandé au bureau du shérif s'il le portait habituellement. Regardez. Il ne faisait pas de randonnée avec une arme sur lui, ce n'était pas courant. C'était surtout pour les sorties camping de plusieurs jours, pour sa protection personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Eh bien, si, disons, le général McCausland était récemment allé dans un prêteur sur gage et avait vendu ça, et que nous n'étions tout simplement pas au courant, ou que sa femme n'était pas au courant, il voudrait le savoir. Et donc, ce serait quelque chose d'intéressant à savoir
Si quelqu'un fait de la randonnée en montagne et trouve une douille tirée de 38 spécial, ce serait quelque chose d'unique que nous voudrions pouvoir récupérer et analyser. C'est pourquoi nous diffusons cette information. Oui, Chris, très rapidement, je veux dire, c'est vraiment un travail d'enquête très judicieux d'essayer de comprendre comment l'arme pourrait être reliée. Mais je n'ai pas entendu de nouvelles à ce sujet. Donc je me demande si c'est une impasse maintenant. Ça pourrait l'être, Jesse Weber. En fait, c'est possible. Et l'anomalie ici, c'est qu'il l'a prise avec un étui. En général, quand quelqu'un va se faire du mal, faute de meilleurs termes, pourquoi aurait-il besoin de l'étui? D'accord. Je veux dire, j'ai vu tellement de scènes de mort que si quelqu'un veut passer à l'acte, soit il va se faire du mal, il va juste glisser l'arme, tu sais, potentiellement dans son pantalon ou la porter ou peu importe. Je dirais peut-être que c'était, encore une fois, si on parle de lui qui l'a prise, une question d'habitude. Je veux dire, c'était sa façon de faire. Il la gardait toujours dans l'étui, disons. Et peut-être, je ne sais pas quelle distance il aurait pu parcourir. Ça aurait dépendu du plan supposé qu'il avait ou de ce qu'il voulait faire. Il aurait été plus sûr de la garder dans l'étui avant de l'utiliser ou en cas de besoin. D'accord. Et je ne serais pas du tout en désaccord avec ça. Mais en même temps, il va aller à un endroit où ils vont retrouver son corps. Et ils ne l'ont pas encore découvert à ce stade. Donc c'est presque comme si ces objets étaient mentionnés pour créer cette confusion. Et c'est, je suppose, là où je veux en venir dans ce raisonnement. C'est comme s'il y avait trop de petits détails qui n'ont aucun sens. Tu sais, les bottes, tu sais, le portefeuille, toutes les affaires qu'il a laissées derrière lui, mais il prend son arme. Et c'est comme, attends une minute, ça ne colle pas. Il y a une autre dimension à cette histoire dont beaucoup de gens ne cessent de parler. Je veux avoir ton avis là-dessus parce que McCasland n'est apparemment pas la seule personne dans son entourage à avoir disparu ou à être morte dans des circonstances étranges. Il y a Melissa Cassius. Elle était assistante administrative au laboratoire national de Los Alamos qui a conçu la bombe atomique. Elle a disparu en juin 2025. Elle a quitté sa voiture, a laissé son téléphone, son portefeuille et ses clés derrière elle. On l'a vue pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance, marchant seule sur une autoroute, puis plus rien. Monica Reza, scientifique spécialiste des fusées à la NASA, a disparu lors d'une randonnée avec des amis en Californie, 4 jours avant la disparition de Cassius. Elle travaillait sur un projet financé par le laboratoire de recherche de l'US Air Force, auparavant supervisé par McCasland. Et puis il y a Carl Grillmer, un astrophysicien renommé, abattu chez lui en Californie en février, à peu près au moment où McCasland a disparu. Son meurtrier a été arrêté. Il travaillait sur des projets de télescopes utilisant une technologie militaire surveillée par ce laboratoire. Et pour être clair, je ne dis pas que tout cela est lié. Corrélation ne veut pas dire causalité. Mais voyez-vous un schéma inquiétant ici? Pensez-vous que tout cela devrait faire l'objet d'une enquête? Absolument. Je veux dire, avec ce genre de connexion, non? Qui fait partie du cercle d'influence? Et maintenant, vous savez, tous ces autres individus ont aussi, vous savez, disparu. Et c'est intéressant. Regardez les corrélations en lien avec la randonnée, d'accord? Et simplement les gens en plein air. Tous ces événements se produisent en extérieur. Si vous savez cela en soi est suspect, vous savez quelles sont les chances qu'une équipe travaille ensemble, et cela explique puis disparaître ensemble. Cela explique pourquoi le FBI est impliqué dans cette affaire qui ne relève pas seulement du bureau du shérif. C'est ce qui m'a frappé. Pourquoi les fédéraux sont-ils concernés? Oui, c'est un militaire à la retraite. Mon père a servi dans le corps des Marines pendant 31 ans, mais s'il disparaissait, le FBI fédéral ne viendrait pas frapper à ma porte. Et donc, il y a un vrai défi quand on les voit impliqués. Et c'est peut-être ce que tu veux dire, parce qu'il pourrait potentiellement y avoir une corrélation. L'ex-directeur adjoint du FBI, Chris Swaker, a affirmé au Daily Mail que les enquêteurs ne pouvaient pas traiter ces affaires séparément. Il a déclaré « Le FBI ne peut pas traiter ces affaires comme des cas isolés de personnes disparues ». Le député Eric Burleson a également demandé l'intervention du FBI. Il a déclaré que ces disparitions sont profondément préoccupantes. Ensuite, je voudrais aborder un autre aspect, celui des ovnis, car le nom de McCasland apparaît dans ses emails piratés de Wikileaks. Tom DeLonge parle de lui comme du responsable du laboratoire à Wright-Patterson, là où les débris de Roswell auraient été envoyés. Tom DeLonge de Blink 182. Le bureau du shérif a été questionné à ce sujet. Leur réponse, ce n'est pas parce que c'est fou que c'est faux, mais nous ne pouvons pas enquêter. J'ai aussi posé cette question à plusieurs invités. Jusqu'où peuvent-ils aller en ce qui concerne l'examen de son passé?
de son histoire et de ce sur quoi il travaillait. Parce que j'imagine qu'il y a des questions d'habilitation de sécurité et de documents classifiés. Parle-moi de ça. Eh bien, ils ne peuvent pas aller très loin. Même les fédéraux ne peuvent pas aller très loin. Le FBI, à moins qu'il y ait ce qu'ils appellent des habilitations de sécurité dites green card. Et le fait que toutes ces choses soient compartimentées, c'est-à-dire certains de ces projets ont pu être top secret, etc., etc. Vous pouvez vous approcher de la porte, mais cela ne veut pas dire que cette porte va s'ouvrir. Et c'était l'une des choses intéressantes dans l'affaire Ian Spiro dont je parlais. Les médias sont allés jusqu'à dire oui, il y avait certaines connexions avec le gouvernement, c'est-à-dire il était potentiellement considéré comme l'un des trafiquants d'armes lors de l'approvisionnement en armes de l'affaire Iran-Contra. Et donc, une fois que c'est arrivé à ce niveau, ça n'est pas allé plus loin. Et cette affaire, encore aujourd'hui, n'a jamais été résolue. Et c'était dans les années 90. Et donc, est-ce que ça va se retrouver dans ce cas de figure où tout le monde va passer tout près? Et à cause des autres projets de haut niveau que ce gars supervisait, ils ne peuvent pas s'en approcher suffisamment? En fin de compte, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait tout simplement pas. C'est la réponse honnête. Si vous étiez dans les contreforts de Sandia les 27 ou 28 février, vérifiez vos caméras, images de sonnettes vidéo, dashcam ou photos prises ces jours-là. Vous pouvez soumettre des informations à l'unité des personnes disparues du bureau du shérif du comté de Bernalillo au 50 5468 7070. Vous pouvez envoyer un message de façon anonyme via Tip for 11, envoyer BCSO et votre information au 8474111 Chris. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci, Jesse Weber. Mais c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC si vous voulez me suivre sur X, Instagram, mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine. Bye.